Dans ce journal, les conclusions de la 51e session du Conseil des ministres du SILS. On retient que le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été reconduit pour un mandat de 3 ans. Énième drame de l'immigration au large des côtes italiennes. Si certains des migrants ont échappé à la mort de justesse grâce à la vigilance des gardes-côtes, ce ne fut pas le cas des plus malchanceux qui ont péri en mer. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Le secrétaire exécutif du SILS et le directeur général du centre régional Agrimet sera reconduit pour un mandat de 3 ans. C'est l'une des décisions de la 51e session du Conseil des ministres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui s'est achevée hier à Ouagadougou. Nous suivons les grandes conclusions de la réunion avec Mathias Drabo et Nathalie Savadougou Nabaloum. Le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse et le directeur général du CRA, le centre régional Agrimet, reconduit pour un mandat de 3 ans. C'est l'une des décisions phares de cette 51e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS. Des recommandations ont également été faites. Nous avons recommandé qu'il y ait une étroite collaboration entre notre institution, le SILS, et la commission de l'UMOA et de la CEDEAO pour une action de synergie en direction des populations vulnérables du Sahel. Mais sur lesquels nous avons beaucoup insisté, c'est que nous voulons multiplier les concertations entre les différents organes du SILS pour qu'il y ait une bonne lisibilité de toutes les activités que nous sommes en train de conduire dans l'espace SILS. Et pour cela, nous avons souhaité que le secrétaire exécutif, avec l'appui du ministre coordinateur, fasse au moins une fois par an le tour de tous les pays. Les travaux de cette 51e session du Conseil des ministres du SILS se terminent par des notes de satisfaction. Désormais, les solutions que nous trouvons nous permettront de résoudre un tant soit peu le problème de l'insécurité alimentaire, le problème de la production céréalière pour justement aider à une meilleure nutrition, une meilleure alimentation, les problèmes de production parce que nous avons abordé les questions de l'irrigation. La prochaine session est prévue se tenir fin février, début mars, dans l'un des pays que sont la Mauritanie ou le Sénégal. Et pour relever le défi de la sécurité alimentaire, on fait davantage appel à la technologie pour améliorer les productions. C'est dans cette dynamique que le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA veut mettre toutes les chances du côté des producteurs. Il a initié à Bobo Dioulasso une formation aux techniques culturelles au profit des agents de vulgarisation du maïs de consommation venus de plusieurs régions de Burkina. Des précisions avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Ils sont tous des agents de vulgarisation pour l'appui conseil sur la production rentable du maïs de consommation. Venus du centre-est, du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, ils sont ici, à Bobo Dioulasso, pour renforcer leurs compétences sur les techniques de production du maïs de qualité. Comment il faut produire le maïs et avoir le maximum de rendement. C'est ça l'essentiel que nous leur apprenons, avec tout ce qui suit comme protection des variétés de maïs, utilisation des engrais, des pesticides, et les densités, quelle densité il faut semer pour avoir beaucoup. Nous pensons que cette formation est la bienvenue pour les agents du développement rural, en termes que ce sont eux qui vont aller suivre les producteurs, les encadrer, les conseiller et les amener à changer leurs habitudes culturelles pour permettre de booster la production du maïs. Cette formation concerne uniquement les variétés de maïs à haut rendement. Et c'est la technique de faire qui est préconisée afin de toucher un grand nombre de producteurs agricoles. Nous avons montré aux agents techniques comment on doit faire. Eux, à leur tour, vont implanter une parcelle et convier les producteurs et leur montrer comment il faut faire.
et les paysans vont maintenant aller faire dans leur terrain. À noter que la formation est initiée par le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA. Et dans le même souci de l'amélioration des productions, le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso lui offre de l'engrais et des semences à des groupements féminins à Kongoussi, des entrants qui devraient permettre aux productrices de niébé d'accroître leur rendement cette année. Les bénéficiaires l'ont bien notifié en tout cas aux donateurs lors de la remise de ces intrants. Jean-Eudes Bayala et Omar Zombri. 7 groupements de femmes productrices de niébé de la commune de Kongoussi reçoivent ici 7 tonnes d'engrais et 1,5 tonnes de semences de niébé pour mener à bien leur campagne agricole. Ce geste entre dans le cadre de l'appui du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, PRIA. Le projet vise à renforcer les capacités des ménages à résister au changement climatique, à réduire la vulnérabilité des populations, notamment en faisant la promotion de la production, aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Et pour en arriver là, le PRIA a bénéficié du soutien financier d'un de ses partenaires. Le projet a un coût de 28 milliards et financé à 86% par la Banque islamique de développement, dont le Burkina est membre depuis 1977. Pour ces heureuses bénéficiaires, ce lot d'intrants et de semences va leur permettre de booster leur productivité. Nous sommes très contents de ce geste du PRIA et nous les remercions beaucoup. Grâce à leur don, nous pourrons accroître notre production de niébé et cela va nous permettre de subvenir aux besoins de nos familles. Ce projet concerne 3 régions que sont le centre-nord, l'Est et le Sahel. Pour cette première opération, ce sont 10 000 femmes qui en seront bénéficiaires avec une production attendue d'environ 4 000 tonnes de niébé, si toutefois elles respectent les techniques culturelles. Parlons à présent sécurité dans nos aéroports dans le contexte de menaces terroristes ambiantes. La question fait l'objet de la 2e session ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation à Ouagadougou. La réflexion se mène sur les mesures d'anticipation en matière de sûreté dans l'aviation civile et de projection pour des aéroports plus sécurisés. Urbain Benito Somé et Tanga Kafando pour les précisions. Contribuer au renforcement des capacités du dispositif de sûreté des aéroports du Burkina, tel est le principal enjeu de la 2e session du Comité national de l'aviation civile. Dans un contexte marqué par la menace terroriste, la problématique de la sûreté de l'aviation civile se pose avec acuité et les résultats de ces travaux sont fort attendus. C'est tous les aspects de sûreté et de sécurité au niveau de nos aéroports dont il est question aujourd'hui. Et le Comité national doit émettre des avis, prendre des décisions pour la protection de nos aéroports. Le Comité national de sûreté de l'aviation civile constitue un outil à caractère stratégique de pilotage et d'orientation en matière de sûreté, et ce conformément à la déclaration de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a des menaces, les menaces viennent de partout et vous avez dû suivre avant-hier ce qui s'est passé à Istanbul. Donc ici, le comité qui est réuni ici sur place est en train de prendre des mesures pour contrecarrer, pour prévenir éventuellement ces actes d'intervention illicites qui aujourd'hui l'aviation civile devient une cible privilégiée. Pour la présente session, il s'agira d'une part de revisiter le dispositif institutionnel et l'état des infrastructures et d'autre part de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations de la précédente session. Sécurité dans les frontières, les pays du G5 Sahel en parlent dans la capitale burkinabé. C'est l'Organisation mondiale de la migration qui a convié les responsables de la police et de la police des frontières du Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso à une rencontre bilan de la mise en œuvre des recommandations issues des réunions de Dakar et de Nouakchott en février dernier. On va envisager dans la foulée des actions communes pour renforcer la coopération transfrontalière. Issa Kafando, Ramatouzida. Autour de la même table, les acteurs en charge des services de sécurité aux frontières des pays membres du G5 Sahel. Au cœur des préoccupations, comment gérer et protéger les populations contre les menaces de sécurité aux frontières.
Ces experts maliens, nigériens, mauritaniens, tchadiens et burkinabés vont faire le point de la mise en œuvre des recommandations des rencontres précédemment tenues à Dakar et Nouakchott. Ils ont également la charge de planifier les actions à venir dans le sens du renforcement de la coopération transfrontalière. Il s'agit de coordonner les actions de l'OIM avec les forces de police des frontières et de préciser un peu qu'est-ce que l'OIM peut apporter aujourd'hui à nos polices des frontières et qu'est-ce que nos polices des frontières aussi peuvent attendre, n'est-ce pas, non seulement de l'OIM, du HCR, bref, de toutes ces organisations-là qui interviennent dans la gestion des frontières. Le Sahel est l'une des régions les plus sensibles à l'insécurité. Il est attendu des propositions concrètes en vue de relever les défis de la gestion des migrations et des frontières. C'est de faire un bilan sans complaisance, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'il faut améliorer pour permettre que pour les prochaines phases, on ne revienne plus encore avec des tares que nous avons traînés. La rencontre va également permettre de mesurer les acquis de cette coopération frontalière dans les différents pays et au niveau régional. Cela dans le but de déterminer les efforts à mettre en œuvre pour améliorer la politique du G5 Sahel en matière de gestion et de sécurisation des frontières. Sécurité sur les routes, la première session foraine de retrait de permis de conduire de l'année 2016 de l'ONASER a examiné 7 procès-verbaux d'accidents mortels de la circulation. Les fautifs, ils se verront retirer leur permis de conduire ou repartiront à l'auto-école pour un recyclage. Jean-Eudes Bayala Oumoussissé. Anissé Zungrana, impliqué dans un accident mortel survenu le 13 mars dernier à Saba, s'est vu retirer son permis de conduire. Aujourd'hui, il comparaît devant la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire pour répondre aux questions des membres de la dite commission. 6 autres personnes seront également auditionnées à cette session foraine de retrait de permis de conduire. Comparaissent devant la commission les auteurs de graves comportements à risque dans la circulation et les auteurs d'accidents mortels de la circulation. Un accident, c'est toujours regrettable. Alors, j'ai donné donc ma version naturellement lors de l'accident et on m'a retiré mon permis par la suite. Alors, c'est nécessaire donc de s'expliquer et de se faire comprendre par la commission. Et dès lors que l'outil de travail est retiré, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la personne est obligée de changer de profession. Donc c'est une opportunité pour tout un chacun de saisir et pour quand même prendre une bonne prudence en matière de circulation routière. À l'issue des auditions, des sanctions seront prises par la commission à l'encontre des personnes fautives. Les sanctions, ça peut être sursis. Sursis, ça veut dire qu'on remet le permis, mais avec des avertissements. Et ferme, ça veut dire qu'on va retirer le permis pour un certain temps, quitte à ce que le conducteur aille se recycler. La commission technique spéciale de retrait de permis de conduire est l'instance administrative de l'ONASER. Elle a aussi un rôle de prévention des accidents de la circulation par la sensibilisation et l'éducation des usagers de la route. Depuis la création de l'ONASER en 2008, une dizaine de sessions foraines ont été organisées. 3 sessions sont au programme au compte de l'année 2016. La coopération entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco profite aux soldats du feu burkinabé depuis 2004 à travers divers dons et cela continue. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Institut supérieur de protection civile viennent de recevoir du matériel et des engins d'intervention de la part de Monaco au nom donc de ce partenariat toujours au beau fixe. La coopération a été saluée à travers la décoration de 2 chefs de corps des sapeurs-pompiers monégasques de la médaille d'honneur. Des précisions avec Mathias Drabo et Draman Guéné. Voilà qui confirme la longévité du partenariat qui existe entre le Burkina et la principauté de Monaco. Des dons composés d'engins et d'équipements spécifiques pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Institut supérieur de protection civile. Cet étalage constitue juste un échantillon de l'offre monégasque. Ce don s'est traduit par la remise d'une ambulance beaucoup plus sophistiquée, permettant, je dirais, la prise en charge de blessés très graves.
un renforcement des capacités d'aspiration, notamment pour les inondations, des motopompes, ainsi que du matériel d'incendie pour la lutte contre les incendies. C'est ça l'avantage et une des spécificités de cette coopération et de cette convention avec la Principauté de Monaco, c'est qu'il nous accompagne dans l'expression de nos besoins. Cette coopération entre les brigades des sapeurs-pompiers burkinabés et monégasques a débuté en 2004. Et à ce jour, l'ensemble des équipements reçus est estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'accompagner, au-delà des efforts que pouvait faire la seule brigade des sapeurs-pompiers, d'accompagner par des dotations et par un suivi financier les équipements à la fois de la brigade et puis de l'Institut d'études de protection civile. Dans la foulée, les autorités burkinabées ont décerné des médailles d'honneur des sapeurs-pompiers à 2 patrons des soldats de feu monégasques, l'une avec étoile en or et l'autre en argent. Le 5e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est disponible. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la dissémination du dit rapport. Il faut dire que c'est depuis 2008 que le Burkina Faso a adhéré à cette initiative volontaire pour renforcer la bonne gestion des revenus issus de l'exploitation de ses ressources minières. Nous découvrons le document avec Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Cette rencontre marque le début de la phase de dissémination au Burkina Faso de la version simplifiée du 5e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Ce rapport a pour finalité d'aider le gouvernement et les différentes parties prenantes à déterminer la contribution du secteur minier au budget de l'État. Quant à la totalité des paiements de ces sociétés, elle représenterait 99,59% de toute la contribution du secteur minier au budget de l'État 2013. Ce rapport concerne 29 sociétés d'exploitation industrielle avec 2 comptoirs d'achat. En 2013, le Burkina a engagé globalement près de 200 milliards de francs CFA de recettes issues de l'exploitation des minéraux. Il y a 2 communes qui ont bénéficié effectivement d'une partie de ces recettes-là, appelées taxes superficielles. Notamment, il s'agit de la commune de Koubri et la commune de Ouagadougou. Grâce à la norme ITIE, la quantité de la production minière, le paiement des impôts, la répartition des revenus, l'utilisation des recettes minières ainsi que le processus d'octroi des permis et des autorisations sont rendus publics. Rendons-nous à présent à Kaya où le ministère de la Culture et du Tourisme et le secteur privé du tourisme se sont retrouvés pour parler relance du secteur du tourisme au Burkina Faso. Le secteur subit de plein fouet la crise liée aux attaques et menaces terroristes et il s'agit ici de trouver les moyens de rester toujours debout en attendant le retour de meilleurs jours. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Après les attaques du 15 janvier dernier à Ouagadougou qui ont écorné l'image du pays, ministère et secteur privé du tourisme recherchent les solutions pour relancer l'engouement pour la destination Burkina Faso. À cette 15e rencontre nationale, il va s'agir de faire le bilan des dégâts engendrés par la crise sécuritaire avant de trouver des formules consensuelles pour sortir du creux de la vague le secteur touristique. Nous ne devrons pas donner raison aux ennemis de la paix et de la sécurité internationale. C'est dans le non-sens de leur attaque absurde que nous devons donner un sens à notre politique de développement touristique. Les différentes difficultés que nous connaissons, au lieu de nous abattre, doivent plutôt nous interpeller. Ces difficultés doivent nous amener à nous interroger sur les voies et moyens à trouver pour être debout. Tahirou Bari, à cette rencontre, a annoncé les mesures déjà prises pour l'épanouissement du secteur. Il s'agit entre autres de la détaxation du matériel de sécurité des établissements hôteliers et touristiques, qui est une instruction du chef de l'État que le ministère de l'Économie et des Finances s'attelle à mettre en œuvre. Un mot de l'actualité hors de chez nous avec ce énième drame de l'immigration au large des côtes italiennes.
Plus de 100 migrants ont eu la vie sauve grâce à la promptitude des gardes-côtes, mais on dénomme malheureusement des victimes. Le drame est survenu à la suite d'un vent violent qui a causé le naufrage de l'embarcation de fortune. Le canot est au bord du naufrage. L'eau rentre de toutes parts. Les gardes-côtes italiens ont à peine le temps de secourir les personnes à bord. Ils étaient 117 au total. Les secours n'en sauveront que 107. Les cadavres de 10 femmes sont retrouvés. Selon les marins italiens, le sauvetage s'est joué à quelques minutes. Quelques instants de plus en mer et l'embarcation coulait. Les conditions de mer étaient particulièrement difficiles à quelques milles de la Libye. Des vagues de 2 mètres et un vent à près de 60 km/h. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, il y a eu plus de 233 000 arrivées en Europe en 2016, dont une écrasante majorité par la mer. Parmi eux, près de 2900 sont décédés au cours de leur voyage. La Méditerranée, devenue un gigantesque cimetière. De ses profondeurs, la marine italienne a réussi à remonter le petit chalutier qui, en sombrant en avril 2015, avait fait des centaines de victimes, 800 selon les survivants. Les pompiers chargés d'extraire les corps espèrent en trouver moins. Dans tous les cas, une des pires catastrophes survenues en Méditerranée. Près de 900 personnes sont encore mortes en quelques jours au mois de mai dernier. Retour au Burkina Faso où les journaux du jour ont consacré leur une au bilan des enquêtes liées aux attentats terroristes de Ouagadougou. La revue de presse est signée Aimé Solan Djigma. Aujourd'hui, les journaux rendent compte du bilan des enquêtes liées aux attentats terroristes de Ouagadougou. De ce bilan donné par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, il ressort 49 interpellations de personnes de nationalités diverses, dont 3 femmes, une seule est de nationalité étrangère, indique l'observateur Palga. À ce jour, 39 ont été relaxés pour insuffisance de preuves, précise l'Express du Faso. 10 personnes sont actuellement retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capucino, de Grand Bassam et les attaques de Oursi d'août 2015, souligne Notre Temps. 6 individus en lien avec l'attaque terroriste de Ouagadougou sont encore activement recherchés, poursuit le journal. Indépendamment de ces interpellations, note aujourd'hui au Faso, 2 personnes de nationalité burkinabé ont été arrêtées par les FDS en 2015. Ils ont été fortement endoctrinés et radicalisés au Niger et envisageaient installer au Burkina Faso une cellule terroriste. Le pays fait savoir que la contribution des pays voisins et d'Afrique du Nord a été fortement requise afin de pouvoir mettre la main sur les 10 individus. Sachez également, exhorte Sidoya, que des investigations ont aussi révélé que certains individus qui se font passer pour des religieux qui annoncent la bonne nouvelle sont en réalité des spécialistes de lavage de cerveau en vue de préparer des jeunes à des attentats terroristes. Pour le cas du docteur Elliot kidnappé à Djibo, poursuit le quotidien, il a été localisé, a rassuré Simon Compaoré, dans un pays voisin avec lequel le Burkina travaille pour sa libération. Fin de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.